On le dit tout le temps, pour être en bonne santé, il faut faire les bons choix. Mieux manger, bouger plus. La responsabilité semble nous incomber entièrement. Mais si le plus grand facteur d'influence n'était pas notre volonté, mais notre code postal? Et si l'architecture même de nos villes, la largeur de nos rues, la distance jusqu'à l'épicerie, sculptaient notre corps à notre insu? C'est une excellente question. C'est la question au cœur des documents qu'on analyse aujourd'hui, tirés de l'ouvrage «Quand la ville modèle le corps» de Pierre Fraser. Notre mission, comprendre comment l'aménagement urbain façonne silencieusement nos habitudes et au final, notre santé. On va plonger dans les mécanismes cachés de notre environnement quotidien et la conclusion est loin d'être celle qu'on attend. Exactement. L'idée, ce n'est pas de distribuer les bons et les mauvais points, mais de voir la ville comme un système. L'espace dans lequel on vit n'est jamais neutre. Jamais. Il est conçu, intentionnellement ou non, pour encourager certains comportements et en décourager d'autres. Et ce qui est fascinant dans cette analyse, c'est que les résultats observés vont souvent à l'encontre de nos intuitions les plus ancrées. Alors pour décortiquer ce système, l'ouvrage propose une sorte de grille de lecture, 5 critères pour évaluer comment notre environnement bâti nous influence. C'est un peu la carte génétique de nos quartiers. Par quoi on commence? Le premier critère, et le plus fondamental, c'est la densité et l'intensité. D'accord. On parle ici du nombre de personnes, de ménages, mais aussi d'emplois concentrés dans un secteur donné. Une forte densité, en théorie, c'est la condition de base pour soutenir des commerces de proximité et des transports en commun efficaces, ce qui devrait réduire la dépendance à la voiture. Ça semble logique. Plus il y a de monde au même endroit, plus il y a de chances qu'on puisse tout faire à pied. Mais la densité seule ne suffit pas, j'imagine. On peut avoir un quartier très dense, composé uniquement de tours d'habitation. C'est exactement là qu'intervient le deuxième critère, le zonage, ou ce que l'auteur appelle la mixité des fonctions. La mixité, oui. C'est la manière dont la ville sépare ou mélange les zones résidentielles, commerciales et industrielles. L'urbanisme du XXe siècle a été obsédé par la séparation. On se met les maisons ici, les bureaux là-bas et les magasins encore plus loin. La ville de Québec, qui est citée en exemple, illustre bien ça, avec des banlieues presque exclusivement résidentielles. Ce qui, par définition, rend la voiture obligatoire. Si on habite dans une zone purement résidentielle, on ne peut littéralement rien faire sans prendre sa voiture. On a créé des environnements qui imposent la sédentarité. C'est l'effet direct. Ce qui nous amène au troisième critère, la connectivité routière. Il ne s'agit pas seulement de savoir s'il y a des routes, mais de voir comment elles sont conçues. Ah, c'est intéressant ça. C'est un quadrillage qui offre de multiples options ou un système en arborescence avec des culs-de-sac qui forcent tout le monde à revenir sur quelques grands boulevards. À Québec, encore une fois, l'analyse montre que tout converge vers deux pôles, le centre-ville et Sainte-Foy, créant des autoroutes urbaines saturées. D'accord, donc on a la densité, le mélange des usages, la connectivité. Le quatrième point m'a vraiment interpellé dans la source, c'est la dimension des rues. On pourrait penser que c'est un détail technique, mais son impact est énorme. Il est fondamental. Et il faut bien comprendre qu'on ne parle pas seulement de la largeur de la chaussée pour les voitures, on parle de l'espace total entre les façades des bâtiments. Ah oui, Un espace large permet d'intégrer des trottoirs confortables, des arbres, du mobilier urbain et surtout des pistes cyclables. C'est ce qui rend possible ce que les urbanistes appellent le transport actif, la marche, le vélo. et les chiffres cités sur ce point sont frappants. Chaque heure de plus passée en voiture par jour augmenterait de 6% la probabilité d'être obèse. C'est énorme. C'est énorme. À l'inverse, chaque kilomètre marché quotidiennement la réduirait de près de 5%. On a des données très claires qui lient directement notre façon de nous déplacer à notre poids. Ces corrélations sont parmi les plus solides dans ce domaine de recherche. Elles montrent un lien de cause à effet très puissant. La sédentarité forcée par notre trajet quotidien a un coût direct sur notre santé. Le chiffre qui m'a le plus secoué est celui sur les enfants. En 1971, au Canada, 80% des jeunes allaient à l'école à pied. 80%. En 2008, il n'était plus que 30%. On a complètement transformé le mode de vie d'une génération en l'espace de 40 ans. On les a sortis de la rue pour les mettre dans des voitures. C'est une transformation radicale. Et ça nous mène au cinquième et dernier critère, qui peut sembler plus subjectif, mais qui est tout aussi important. L'aménagement paysager. L'esthétique du lieu. C'est ça. On parle de la propreté, de la présence de verdure, de parcs. Un quartier agréable, où l'on se sent bien et en sécurité, est un quartier qui incite les gens à sortir, à marcher, à interagir.
Des études montrent un lien direct entre la perception esthétique d'un quartier et l'indice de masse corporelle de ses habitants. D'accord. Si on récapitule ces 5 points, densité, mixité, connectivité, rue bien conçue et environnement agréable, on a le portrait robot du quartier idéal pour la santé. Ça ressemble beaucoup à l'image qu'on se fait d'un centre-ville historique, non? Dense, où tout est accessible à pied, avec de belles rues. Exactement. Et la banlieue étalée, dépendante de la voiture, serait le grand coupable de l'histoire. Mais c'est là que la source nous réserve une véritable surprise. C'est le paradoxe qui est au cœur de l'analyse. Contre toute attente, quand on regarde les données de santé publique, la prévalence de l'obésité, de l'inactivité physique et des maladies chroniques qui y sont associées est souvent plus élevée dans les centres-villes que dans les banlieues. Attendez, comment est-ce possible? C'est la grande question. On vient de passer plusieurs minutes à décrire les ingrédients d'un environnement sain, et tous ces ingrédients se trouvent en théorie au centre-ville. Ça défie complètement la logique. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? On ne voit pas que l'infrastructure physique n'est qu'une partie de l'équation. Pour comprendre ce paradoxe, il faut analyser d'autres couches d'influence, plus subtiles mais tout aussi puissantes. L'ouvrage propose un modèle très éclairant, qui décompose notre environnement en 4 niveaux, du plus proche au plus lointain. D'accord. Allons-y couche par couche. C'est quoi la première? Le premier niveau, c'est le micro-environnement. C'est notre cadre de vie immédiat. La maison, le lieu de travail, l'école, les commerces qu'on fréquente. C'est là que nos choix quotidiens se font. D'accord. Et l'exemple donné est parfait pour illustrer la complexité du système. Une école qui, pour améliorer la santé des élèves, remplace sa cafétéria par des options plus saines. C'est une excellente initiative, non? Sur le papier, oui, sauf que cette école était située juste à côté d'une rue remplie de fast-food. Résultat, une partie des élèves a simplement déserté la nouvelle cafétéria pour aller manger à l'extérieur. Ah d'accord. L'intention était bonne, mais elle a été court-circuitée par un autre élément du micro-environnement. Ça montre qu'une intervention isolée est souvent insuffisante si l'écosystème autour ne suit pas. C'est fascinant. Une décision bien intentionnée dans un micro-environnement, l'école, est complètement annulée par un autre micro-environnement juste à côté. D'accord. Et le deuxième niveau? Le deuxième niveau est le méso-environnement. C'est l'espace de transition, ce qui relie nos différents micro-environnements entre eux. L'exemple type, c'est le trajet domicile-travail. Le fameux commute. Exactement. Ce n'est pas juste du temps perdu, c'est un environnement en soi. C'est vrai qu'on n'y pense pas comme un environnement, mais c'est pourtant un espace qui dicte une bonne partie de notre journée. C'est 2 heures par jour dans sa voiture, ce n'est pas neutre. Absolument pas. Ce sont 2 heures de sédentarité, de stress potentiel, mais c'est aussi 2 heures au moins pour faire les courses, cuisiner un repas sain, faire du sport ou simplement passer du temps avec sa famille. Le méso-environnement a un impact direct sur les ressources temps, énergie, argent qu'il nous reste pour nos autres activités. D'accord. Micro, méso, quelles sont les couches plus larges? Les 2 derniers niveaux sont plus indirects. L'exo-environnement regroupe les contextes qui nous influencent sans qu'on y participe directement. L'exemple donné est celui d'un parent dont l'entreprise met en place une politique de bien-être au travail. Ce parent, influencé positivement, peut ramener ses valeurs à la maison et, par ricochet, influencer la santé de son enfant. Je vois. Et enfin, au sommet, il y a le macro-environnement. Ça, c'est la vue d'ensemble. C'est tout le reste, la culture, les politiques publiques nationales, le système économique, les normes sociales. C'est l'environnement global sur lequel un individu seul n'a que très peu de prise. Par exemple, les subventions à l'industrie agroalimentaire, qui rendent les aliments transformés très bon marché, relèvent du macro-environnement. D'accord. Donc, on a ce modèle à 4 niveaux. Micro, méso, exo et macro. C'est une grille d'analyse très complète. Comment est-ce que ça nous aide à résoudre notre fameux paradoxe du centre-ville plus malsain que la banlieue? Ça nous amène au facteur décisif que l'infrastructure seule ne peut expliquer, le gradient social. L'analyse montre que dans les centres-villes, l'obésité est inversement proportionnelle au niveau de revenus et d'éducation. Ah, Les populations plus défavorisées sont souvent concentrées dans certains quartiers centraux, et c'est là que les autres couches de l'environnement entrent en jeu et annulent les bénéfices de la densité. donc, si je comprends bien, ce n'est pas le centre-ville en soi qui est le problème, mais les conditions de vie d'une partie de ses habitants. Quels sont les obstacles concrets que rencontrent ces populations? L'ouvrage en identifie plusieurs, mais le plus flagrant est l'accès à une alimentation saine et abordable. On parle de ce qu'on appelle les déserts alimentaires. Les déserts alimentaires? Ironiquement, les centres-villes manquent souvent de grands supermarchés,
qui offre une plus grande variété de produits frais à des prix compétitifs. Attendez, ça aussi, c'est contre-intuitif. On imagine souvent le centre-ville comme un lieu d'abondance commerciale. Mais c'est vrai qu'on y trouve plutôt des petites épiceries de quartier, des dépanneurs. On a tendance à les romantiser. L'auteur dit que ça peut être un problème. Exactement. Le charme ne remplit pas le réfrigérateur de fruits et légumes à un coût raisonnable. Ces petits commerces ont souvent moins de choix, des produits frais de moins bonne qualité et des prix plus élevés. Pour une famille à budget serré, les options se réduisent rapidement à des aliments plus transformés, moins chers et plus faciles à conserver. Donc le choix est illusoire. L'environnement physique permet de marcher jusqu'à l'épicerie, mais le micro-environnement économique et commercial, lui, ne propose pas d'options saines. Et j'imagine que ce n'est pas seulement une question de nourriture. Non, le même principe s'applique aux infrastructures. Un parc peut exister sur la carte du quartier, mais si ce parc est mal entretenu, mal éclairé le soir et perçu comme peu sécuritaire, Personne ne l'utilise. personne ne va l'utiliser pour faire du sport ou pour que les enfants y jouent. La qualité perçue du micro-environnement l'emporte sur son existence théorique. Et cette qualité dépend directement des politiques municipales d'investissement, qui relèvent de l'exo et du macro-environnement. Donc, ce que l'analyse démontre, c'est que les avantages de l'aménagement du centre-ville, la densité, les trottoirs, la proximité, peuvent être complètement annulés, et même inversés, par des facteurs socio-économiques. C'est ça. L'infrastructure est une condition nécessaire, mais absolument pas suffisante. C'est la conclusion centrale. Si le macro-environnement, c'est-à-dire les politiques de la ville et l'économie locale, génèrent du sous-investissement chronique dans certains quartiers, alors tous les micro-environnements de ces quartiers se dégradent. Le trottoir existe, mais il est défoncé. Le parc est là, mais il fait peur. Les commerces sont accessibles à pied, mais ils vendent de la malbouffe. Le potentiel de l'environnement bâti est anéanti. Alors, en fin de compte, que doit-on retenir de cette analyse ? Pour moi, l'idée la plus forte, c'est que notre environnement n'est pas un simple décor passif. C'est un acteur, un personnage principal dans l'histoire de notre santé qui a une influence mesurable bien au-delà de la seule volonté individuelle. Et que cette relation est d'une complexité incroyable. Il n'y a pas de solution magique du type « construisons plus de pistes cyclables et tout ira bien ». Le problème de la santé en milieu urbain se situe à l'intersection de l'urbanisme, de l'économie, de la sociologie et des inégalités. C'est vrai. On voit que des causes très différentes, le sous-investissement et la pauvreté au centre-ville, un zonage trop rigide et une dépendance à la voiture en banlieue, peuvent produire des résultats similaires. Des environnements qui favorisent la sédentarité et une mauvaise alimentation. C'est un rappel puissant que pour améliorer la santé publique, il faut peut-être passer moins de temps à sermonner les individus sur leurs choix et plus de temps à réfléchir collectivement à la conception des communautés dans lesquelles on leur demande de vivre. Tout à fait. Et tout ça m'amène à une dernière question, une pensée pour la suite. L'analyse se concentre sur l'impact physique de la ville, sur notre poids, notre corps. Mais si nos villes nous façonnent à ce point physiquement, de quelles autres manières, plus subtiles, plus profondes encore, modèlent-elles notre esprit, nos interactions sociales, notre niveau de stress et peut-être même notre sentiment d'appartenir ou non à une communauté ?